Après l'Assemblée nationale, Rosine Coulibaly défend le budget de l'État, exercice 2019, devant la presse. La ministre de l'Économie, des Finances et du Développement promet plus de 6% de taux de croissance avec ce budget qualifié de pro-pauvre, un budget qui consacre 55% de ses ressources à la santé, à l'agriculture et à l'éducation. À Boundri, dans le Ganzourgou, un drame humain se profile à l'horizon. Les habitants du village seront bientôt sans abri. Les exploitants de la mine d'or de Pousguin les auraient sommés de quitter les lieux sans pour autant identifier un site pour les accueillir. L'organisation démocratique de la jeunesse tire la sonnette d'alarme. Pour la 9e fois, un vent de liberté a soufflé sur la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le festival initié par l'association African Culture est dédié cette année aux femmes en détention avec leurs bébés. Repas communautaires, remise de dons et prestations artistiques ont marqué l'événement hier mercredi. Merci de votre fidélité à BF1, mesdames, messieurs. Bonsoir. Plus de 6% de taux de croissance en 2019. Les prévisions du gouvernement sont motivées par le budget de l'État, gestion 2019, un budget transparent et réaliste d'après la ministre en charge de l'économie et des finances qui était face à la presse ce matin. Rosine Coulibaly parle d'un budget favorable aux couches les plus défavorisées de la société. Luc Park-Belgem. Après l'adoption du budget de l'État gestion 2019, les explications de Rosine Coulibaly, le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, qualifie le budget 2019 de transparent. Ce budget, dit également de redevabilité, est à 52% tourné vers les secteurs concernant directement les populations. Il s'agit de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. Lorsque je prends les secteurs éducation, santé, enseignement supérieur, famille, eau et assainissement, jeunesse, agriculture et élevage, c'est près de 52% du budget. Lorsque je dis donc que c'est un budget pro-pauvre, là où se trouvent les populations les plus vulnérables, nous avons essayé vraiment de maintenir un certain nombre d'interventions parce que nous pensons que lorsque nous n'avons pas suffisamment de ressources, ce sont les populations les plus vulnérables qui ressentent le poids et c'est pour cela que nous avons décidé, en plus de la défense et de la sécurité, de couvrir effectivement ces différents secteurs-là. La mobilisation du budget 2019 passe par la mobilisation des recettes. Or, les agents de recouvrement connaissent au même moment un plafonnement de leur prime de motivation. Pour le ministre, la nouvelle prime est une volonté du législateur burkinabé. Toutefois, des mesures sont prises afin que les agents ayant des engagements avec les banques puissent les honorer. Et c'est de dire aux Burkinabés qu'ils se sont battus pour que la démocratie soit réinstallée dans ce pays. Ils se sont battus pour demander qu'il y ait beaucoup plus de justice sociale et d'équité, que le gouvernement s'est engagé à travers le plan national de développement économique et social, qu'il y a une contrainte majeure qui s'est imposée à nous en matière de sécurité, qui plombe vraiment tout l'élan qui était né depuis 2016 et que nous nous efforçons de gérer vraiment cette conjoncture-là tout en sauvant l'essentiel. À plusieurs niveaux, des avancées significatives sont notées, sauf au niveau de la masse salariale où les engagements du gouvernement dus aux mouvements sociaux font grimper cette masse à plus de 800 milliards de francs CFA. En l'absence de marge de manœuvre, les propriétaires de véhicules devront s'apprêter à payer des taxes allant de 7 000 à 30 000 francs CFA l'an en fonction de la cylindrée. Près de 7,5 milliards de francs CFA sont attendus et 3 milliards de taxes sur les boissons sucrées. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le budget d'austérité devra permettre de maintenir le taux de croissance à plus de 6% pour 2019. Le budget 2019 prévoit moins d'investissements de la part de l'État, mais le privé est fortement encouragé à développer des initiatives dans ce sens. Présent à Accra dans le cadre de la 12e session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, le ministre des Affaires étrangères ne pouvait manquer l'occasion de vendre la destination Burkina Faso à la diaspora économique et aux hommes d'affaires ghanéens. Alfred Thuy. Opération de charme du ministre Alpha Barry en terre ghanéenne. Le chef de la diplomatie burkinabé dans la peau d'un homme d'affaires
C'est à l'occasion d'une soirée dénommée Soirée du secteur privé, initiée par la représentante au Ghana de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et l'ambassade du Burkina Faso à Accra en marge de la 12e session de la commission mixte de coopération Burkina Faso-Ghana. Cette 12e commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Ghana a eu pour but de renforcer les dispositifs institutionnels qui peuvent favoriser les échanges commerciaux et économiques entre le Burkina Faso et le Ghana. Et l'initiative de la Chambre de commerce d'organiser en cette soirée ce gala qui a réuni les hommes d'affaires ghanéens et burkinabés et a permis une fois de plus d'informer les deux parties des différentes opportunités qu'offre le Burkina Faso dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie. Et voici autant d'opportunités que la représentation de la Chambre de commerce ici au Ghana va travailler à diffuser auprès de la diaspora afin de susciter en leur sein des vocations pour promouvoir les affaires au Burkina Faso. La diaspora économique burkinabé est l'une des plus influentes au pays de Kwame Nkrumah, mais les opportunités d'affaires dans leur pays d'origine leur sont méconnues, d'où la tenue de cette première édition de la soirée du secteur privé. Dans le renouveau consulaire, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a pris l'engagement de contribuer avec le gouvernement au rayonnement économique de notre pays. Ce rayonnement passe par la mobilisation de la diaspora économique et c'est ce que nous avons fait ce soir, mobiliser l'intelligence économique au niveau du Ghana pour aussi présenter les opportunités, les services offerts par la Chambre de commerce, les opportunités qui leur sont offertes afin qu'ils puissent développer non seulement leur activité sur le territoire d'accueil, mais aussi investir au Burkina Faso. De l'avis des participants, la soirée aura rempli ses promesses et il plaide pour un climat des affaires propice, débarrassé de toute forme de pression et de corruption. La transparence et la probité dans la gestion de la chose publique, la bonne gouvernance, en un mot, c'est le cheval de bataille du Conseil national des organisations de la société civile. La question, élargie à la redevabilité des décideurs publics, était au cœur d'une conférence nationale à Ouagadougou. Rémi Lambert-Nébier. Les principes de redevabilité sont devenus depuis bon nombre d'années des critères de bonne gouvernance. En s'interrogeant donc sur cette problématique dans la gestion des pouvoirs publics, le Conseil national des organisations de la société civile entend, à travers cette conférence nationale, inviter les autorités publiques burkinabées à intégrer davantage cette notion de redevabilité citoyenne dans leur mode de gestion. Il faut bien gouverner, il faut gérer les biens publics de façon transparente et rendre compte aux citoyens au nom duquel on agit au nom de l'État. Mais il faut dire que chemin faisant, il y a certes des acquis, mais il reste encore des insuffisances. Alors il convient de se réunir, de faire le point, de situer où se trouvent les insuffisances et voir quel pourrait être le rôle des organisations de la société civile en complémentarité avec les actions du gouvernement pour faire de la redevabilité sociale et la bonne gouvernance une culture citoyenne. C'est ainsi que, de façon transparente, on peut avoir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et quand il y a confiance, chaque acteur contribue efficacement au développement du pays. Le Premier ministre présent à cette cérémonie n'a pas manqué de souligner que ce principe de redevabilité fait partie des engagements de son gouvernement. Et la question de la redevabilité, la question de la bonne gouvernance, la question de la lutte contre la corruption, tout cela s'inscrit également au niveau de l'axe numéro 1 du plan national de développement économique et social. Mais le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Alors, il est important que les organisations de la société civile jouent leur rôle, assument pleinement leurs responsabilités. Et c'est comme ça que
en conjuguant nos efforts, que nous obtiendrons donc des résultats dans la lutte contre la corruption, dans la lutte pour assurer la bonne gouvernance et également la redevabilité, la culture de la redevabilité dans notre pays. C'est essentiel. Durant 72 heures, les leaders de la société civile venus des 13 régions vont user de tous les mécanismes de la veille citoyenne pour diagnostiquer la gouvernance dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures afin d'interpeller les autorités publiques sur les défaillances qui viendront à être décelées. La bonne gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, parlons-en. Dans les cascades, la gestion du service public de l'eau potable rencontre d'énormes difficultés. Pour de meilleures prestations en 2019, les acteurs se concertent. Arsène Konditamdi. Dans la région des Cascades, le taux d'accès à l'eau potable est de 57,1%, ce qui fait d'elle l'une des mauvaises élèves au plan national. Environ 59 600 personnes n'ont pas accès à l'eau potable du fait d'ouvrages défaillants. L'accès permanent pour tous à une eau de qualité, en quantité suffisante de manière durable, nécessite en plus de la réalisation physique des ouvrages, une gestion efficiente du service public de l'eau potable. Justement, c'est ce système de gestion qui est en débat ce 13 décembre à Banfoura, afin de faire un diagnostic et ensuite les prescriptions. Et l'objectif, c'est pouvoir faire le bilan, quelle est la situation actuelle en matière de gestion des infrastructures que nous réalisons au niveau de la région des Cascades. C'est pour ça que nous avons convoqué non seulement les maires qui sont les maîtres d'ouvrage, et également les opérateurs privés, ceux qui sont chargés de gérer toutes ces infrastructures pour qu'ils viennent nous faire la situation sur leur gestion. Quelles sont surtout les difficultés qu'ils racontent sur le terrain pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions pour faire face aux différentes préoccupations vécues quotidiennement par la population en matière d'accès à l'eau potable. En 2006, le Burkina Faso a opté pour une gestion décentralisée des services d'eau potable à travers la mise en œuvre des réformes du système des infrastructures hydrauliques. Dans la région des Cascades, le taux d'accès à l'eau potable est disparate en fonction des communes. Cet atelier vise également à prendre en compte ces disparités. Nous avons des communes qui ont des taux supérieurs à 70%, 85% et des communes, bien sûr, qui ont des taux inférieurs même au taux régional. Et l'un des objectifs de l'atelier, c'est pouvoir faire cette situation, c'est-à-dire trouver les difficultés dans les communes qui ont des taux bas, afin que dans nos planifications à venir, on puisse tenir compte de ces communes pour rehausser le taux d'accès à l'eau potable au niveau de toutes les communes de la région des Cascades. Au niveau de Moussodougou, pour ce qui concerne les points d'eau, tout est fonctionnel actuellement. Mais on a un petit déficit en taux d'accès. Et c'est cette réalité que, ensemble, nous allons voir comment nous permettre de pouvoir atteindre un taux satisfaisant d'accès à l'eau. L'atelier de ce 13 décembre a réuni les maires des communes, qui sont les maîtres d'ouvrage, les opérateurs privés chargés de la gestion des infrastructures et les services techniques régionaux de l'eau et de l'assainissement. Pendant cet atelier prévu pour durer 48 heures, les participants vont pouvoir s'imprégner davantage de la stratégie nationale de l'eau. Dans le Ganzourgou, précisément à Boudri, pourrait survenir un drame humain. C'est l'organisation démocratique de la jeunesse qui s'inquiète du sort des habitants de ce village, sommés de quitter leur milieu de vie au profit d'une société minière. Les autorités politiques sont interpellées. Alfred Tchui. L'exploitation de la mine d'or de Pousguin dans le Ganzourgou à l'origine d'une crise en latence entre habitants du village de Boudri et exploitants de la mine. L'histoire remonte à 2014. Les populations se sont vues accaparer le site aurifère de Pousguin, principale source de revenus de la localité et ses environs. Mais plus inquiétant, une partie de la population est sommée de déguerpir au plus tard en janvier 2019. Aucun site d'accueil n'a pour leur part été identifié. De quoi inquiéter la sous-section ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse de Boudri. Elle en appelle à la responsabilité de l'État. Le 13 décembre passé, nous avons eu une rencontre avec les autorités et la mine à la mairie de Boudri. C'est au cours de cette rencontre que nous avons compris que nous ne comptons pour rien, ni aux yeux de la société qui s'est engagée sur place à nous déguerpir de force, ni aux yeux de nos autorités qui ont pris fait et cause pour l'entreprise. C'est le même jour
que la mine nous a montré ces photos que vous voyez ici. Donc, des photos de maisonnettes qu'elle compte construire pour chaque concession. Est-ce que ces poulaillers de 9 mètres carrés que vous voyez sur ces photos peuvent abriter un ménage? N'en parlons pas d'une concession. Donc, c'est pourquoi nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin de ce qu'un drame humain se prépare à Boudry et que nous comptons nous battre pour nos vies et celles de nos enfants et nos petits-enfants. Les autorités sont donc invitées à prendre le problème à bras le corps et à engager un dialogue entre les différentes parties afin d'aboutir à des négociations qui satisfassent et les exploitants de la mine et les populations. Et ils n'ont aucun problème avec l'exploitation de l'or là. Mais ils ont dit à partir du moment où c'est quand même les terres de leurs ancêtres, si on doit exploiter de l'or là-bas, c'est bien que l'exploitation là profite à tout le monde. Aussi bien à la mine, au gouvernement, qu'aux populations que la mine est venue trouver sur place. Voilà pourquoi ils ont souhaité que dans l'exploitation là même, tout ce qui allait être entrepris en termes d'action, avec eux. Mais la mine a dit que s'ils veulent, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, lui, il a la possibilité de les déguerpir avec force. Donc, eux aussi, ils en appellent au gouvernement. Si, dans notre contexte actuel, là, il y a donné à la possibilité, tout simplement parce que quelqu'un a l'argent, de venir te trouver chez toi et de te déguerpir de force. Environ 18 000 personnes sont concernées par la crise qui plane sur le village de Boudry. Sans s'opposer à l'exploitation de la mine par Pierre Tapsoba et ses collaborateurs, la sous-section DG de Boudry souhaite que les conditions de son exploitation prennent en compte la dimension sociale qui l'encadre. Pour sa 4e étape, l'édition 2018 du festival Un vent de liberté a marqué une halte à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ce mercredi 19 décembre. Pendant plusieurs heures, détenus, artistes, chanteurs et invités ont communié dans un esprit d'humanisme et de solidarité. Un élan d'entraide matérialisé par un don de serviettes hygiéniques aux femmes détenues à qui cette 9e édition était dédiée, à elles et à leurs enfants. Kwame Avedapa. La maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. À l'intérieur des murs et des barbelés, une scène inhabituelle pour cet endroit. Un podium, un orchestre, des artistes chanteurs, et puis un public composé majoritairement des détenus qui chantent et qui dansent. Un vent de liberté souffle sur la Mako. Les pensionnaires vont s'adonner à cœur joie, des hommes, des femmes et même des enfants. Pendant quelques heures, les murs de la prison semblent avoir disparu. Franchement, c'est comme si on était dehors. Notre parrain nous a dit que vraiment ce vent de liberté-là, c'est tant de secondes que nous avons passé ensemble, vraiment nous ont fait oublier un peu notre détention. Que la 10e édition, vraiment, qu'il y ait plus d'artistes, que nous, même si on pouvait vraiment l'animer pendant 2 jours, ça nous fait beaucoup plaisir. En attendant que le souhait de ce détenu se réalise, quelques heures d'évasion psychologique. Voilà pour l'instant ce que African Culture offre à travers son festival Un vent de liberté. Ce vent de liberté, pour nous, trouve tout son sens. Parce qu'il faut travailler à humaniser davantage ces lieux de détention afin que quiconque qui se trouve dans ces lieux ne se sente pas abandonné par la société. Un élan de solidarité matérialisé par une communion entre les invités et leurs hôtes, mais surtout par un don de serviettes hygiéniques aux femmes détenues. Et imaginez une femme qu'on vous défait pendant sa période de menstruation. Nous avons toutes les difficultés possibles avec cette dernière. Mais voilà que ce don vient vraiment nous soulager. La 9e édition du Un vent de liberté est dédiée aux femmes détenues et à leurs enfants, des enfants pour qui la Noël sera plus joyeuse cette année, et ce, grâce à des bonnes volontés qui leur ont envoyé des cadeaux depuis la France. À la mairie de Ouagadougou, on veut entamer la nouvelle année sous de meilleurs auspices.
On veut surtout améliorer la collaboration avec les forces de défense et de sécurité intervenant dans la ville. C'est ainsi que le maire Armand Bewende est allé présenter ce jeudi ses civilités à la gendarmerie du Kadiogo et à la direction de la police municipale. Abdou Razak Traoré. Le bourgmestre de la ville de Ouagadougou au fief de la police municipale. À la revue de troupes, Armand Pierre Bewende est frappé de stupeur. Des tenues toutes défraîchies, des chaussures décousues des unes des autres, un manque d'uniformité qui a suscité cette injonction du maire de la capitale burkinabé. Des dispositions ont pourtant été prises pour l'acquisition de nouveaux uniformes. Quand les tenues viennent, il faut les affecter tout de suite. Je veux que quand il y a une cérémonie, les gens portent les mêmes chaussures, les mêmes ceinturons, les mêmes vêtements, et que ça soit impeccable. Et que même ils se sentent fiers d'appartenir à un corps. Parce que le corps doit être uniforme et harmonieux. Si c'est dysfonctionnel, c'est un corps handicapé. Et ça, ce n'est pas bon. La police municipale de Ouagadougou doit être un corps uniforme et harmonieux. Et j'y tiens particulièrement. Je vais vous évaluer d'ici le 31 décembre. Il n'y a pas eu que des injonctions ce 20 décembre à l'occasion de cette traditionnelle rencontre d'hommage aux policiers municipaux. L'édile central du chef-lieu du Kadiogo est également porteur de bonnes nouvelles. Le corps sera doté en 2019 de moyens logistiques jamais égalés au sein de cette force. De quoi justifier l'espoir exprimé ici. Nous avons également suivi avec beaucoup d'attention ce que le maire a évoqué ici. Alors, nous avons pu retenir la construction du siège de la police municipale de Ouagadougou, la construction des services de sécurité au niveau des 12 arrondissements. Alors, également, il nous a promis de la logistique, due de son nom, voilà, qu'on n'ait jamais rencontré. 2018 à la police municipale, c'est aussi beaucoup de tumultes. Une année tumultueuse en passe d'être enterrée. Nous avons vécu des moments très difficiles à la police municipale, courant 2018, mais c'est devenu pour nous une affaire qui est passée. Alors c'est une affaire que nous avons mis derrière nous. C'est donc un conseil municipal de la ville plein de positivité qui a quitté les locaux de la police municipale. Il a laissé une enveloppe financière pour agrémenter les fêtes de fin d'année. Direction à présent la gendarmerie du Kadiogo, où un message de soutien a été véhiculé. Il était tout à fait normal que nous puissions venir les rendre hommage et les souhaiter à l'orée de cette nouvelle année une bonne et heureuse année. Et en plus, comme vous le savez, ils sont au front aujourd'hui parce que le Burkina Faso est attaqué de toutes parts et c'est les premiers qui payent de leur vie et la sécurité, pour la sécurité du Burkina Faso. Et notre ville de Ouagadougou a été plusieurs fois attaquée et c'est eux également qui font face à tous ces hommes qui ont perdu toute leur humanité. C'est toujours un honneur pour nous, forces de sécurité, de recevoir le premier responsable de la commune de Ouagadougou. Des rencontres devenues une coutume pour la commune de Ouagadougou qui entend poursuivre avec sa tournée de gratitude au profit de ses partenaires. Les vœux de Nouvel An, de Noël et du Nouvel An de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou à la nation burkinabé. Dans une déclaration lue ce matin, Philippe Ouédraogo a délivré un message du pape François qui appelle le monde à la paix, au dialogue et à la justice. Pour ce qui est de la situation nationale, le cardinal appelle à un sursaut patriotique. Nous l'écoutons. Dans son message de Noël et du Nouvel An 2019, le pape François souhaite au monde entier la paix, le dialogue, la justice. Et je le cite, « La promotion du bien commun, dit-il, appartient à chaque citoyen et en particulier à ceux qui ont reçu le mandat de protéger et de gouverner. » Au regard de notre contexte d'insécurité, de la conjoncture socio-économique de notre pays, il faut à tous et à toutes un sursaut patriotique, courageux
et désintéressée pour sauvegarder la cohésion et l'unité nationale, dépasser nos égoïsmes et nos intérêts personnels ou de groupe, promouvoir une gouvernance vertueuse, nous mettre davantage au travail bien fait, condition sine qua non pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Faso heureux, pour que nous puissions réaliser le bien commun, le bien de notre peuple. Puisse chacun de nous apporter sa contribution effective pour l'édification d'un Burkina Faso plus solide, plus fraternel, dans la justice véritable et une paix durable. Heureux ménage à tous ceux qui ont convolé en juste noces ce jeudi 20 décembre. Je pense particulièrement à ma petite sœur Julienne et à son mari Sidrissa Traoré, ainsi qu'à mon confrère de Burkina Info, Kassile Traoré, et son épouse Aïda. Sincères félicitations à vous et que Dieu bénisse vos unions. Et je me permets cette intrusion dans votre intimité, chers messieurs. Vous qui êtes réticents au mariage, eh bien, sachez que la femme qu'on aime, quand on la respecte, on l'habille de son nom. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain.